Bonjour, Françoise Barbier-Chassin, vous êtes avocat général près la Cour d'appel de Paris. Maître Gérard Haas, vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique. Le 22 juin s'est déroulé le procès du transhumanisme. Les actes sont reproduits dans la revue d'Alloz IP-IT. Alors pour moi, la réflexion du ministère public, c'était de poser sur la table la grande problématique de qu'est-ce qu'on attend du droit. Est-ce que l'on va opposer la liberté d'agir sur son corps, avec aussi le risque de la commercialisation du corps? Est-ce que la légalité, c'est-à-dire le fait que celui qui sera augmenté, quelle sera sa position par rapport à celui qui ne le sera pas, voire par rapport au robot? La difficulté, c'est de savoir est-ce qu'on ne va pas avoir une société émiettée et qui aura les moyens d'être augmenté et qui sera même obligé d'être augmenté. Donc des grands problèmes de principe que l'on, au nom du ministère public, on posait. Et c'est ça, pour moi, qui était le plus important de ce point de vue-là. Alors pour les partisans de l'homme augmenté, l'idée c'était de faire acter le fait qu'un homme augmenté est toujours une personne, que en fait les organes qui ont été implantés sont bien des organes et non pas des biens, que l'atteinte à ce moment-là n'est plus une atteinte au bien mais une atteinte à la personne. Vous voyez un peu tout ce type de questions, et surtout d'obtenir une réparation par rapport aux dommages, puisqu'ils avaient perdu la vue, et la réparation devait être intégrale, c'est-à-dire de retrouver la vue. C'était un peu le système. Et sur le plan de la peine, alors là, on a été totalement au bout d'une réflexion. C'était à quoi sert la prison dans un monde interconnecté où finalement la pire peine que l'on puisse infliger, c'est de ne plus être connecté. Et c'est la raison pour laquelle on a inventé, mais aussi pour faire réfléchir au sens de la peine dans un monde futur, des nouvelles peines, la privation numérique notamment. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est on ne va pas commenter le résultat parce que finalement, en droit, on doit juger juridiquement avec la situation, les éléments intentionnels. C'est vrai que de l'autre côté, on parlait de désobéissance civile et que de la nécessité, quand on est contre, de ne pas respecter une loi que l'on estime étant mauvaise. Mais il faut remarquer qu'il y a eu réparation pour les personnes, même si ceux qui étaient les déviants, enfin les biorésistants face aux bioprogressistes, les biorésistants n'ont pas été condamnés parce que l'élément était intentionnel, il a été jugé intentionnel. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que la décision qui a été rendue n'était pas du tout la même que celle qui a été rendue par la salle, qui pouvait voter pendant tout le débat, chacun a pu voter, donner son expression. Et ce qui était magnifique, c'est qu'à la fin, Françoise, au moins on pourra vous le dire, l'ensemble du public, 260 personnes qui étaient présentes pendant 3 heures sous la canicule, du mois de juin. Tous nous ont dit, chaque fois qu'une partie est intervenue, on a changé nos opinions. On avait une autre manière, un autre angle de vue. C'est tout l'intérêt du débat judiciaire. C'est ce qui prouve que c'est un vrai débat, c'est un débat de fond qui ne fait que commencer. Forcément, on doit aller jusqu'au bout de notre démarche. On a entamé cette réflexion. Il est certain que sur le plan du droit, la summa divisio, comme on dit, au plan du droit civil, entre les personnes et les choses, va être questionnée, enfin, forcément questionnée. Est-ce qu'on pourra considérer que le robot intelligent est une chose? Oui, non. Donc ce sont des vraies questions. L'intelligence artificielle, quelle est la responsabilité du concepteur d'un code? Donc toutes ces questions, elles sont importantes, mais ce qui est fantastique, c'est qu'au sein des jurisnotes, nous avons plein d'idées. Mais chaque fois, nous nous rendons compte que même notre imagination, elle est souvent dépassée par la réalité. Oui. Et en tout cas, elle rencontre finalement une réalité, puisque Philippe K. Dick, l'auteur de science-fiction que je préfère, culte, en 1974 disait déjà que la problématique fondamentale serait de se poser la question de la nature humaine dans une société où les ordinateurs deviennent intelligents et les hommes se robotisent, en 1974. Donc c'est une question
qu'il faut creuser et on a d'autres projets en tête. Absolument, avec d'autres événements qui vont se produire et donc ça c'est tout l'intérêt des Jurisnotes. Et donc pour ceux qui sont intéressés de monter des procès du transhumanisme ou des réflexions autour du transhumanisme, l'association Les Jurisnotes est présente, est à leur disposition avec des professionnels du droit. Je voudrais quand même indiquer aussi que nous sommes des juristes, aussi des professionnels du droit, donc la déclaration des droits de l'homme est pour nous quelque chose de fondamental. Et dans le transhumanisme, il y a pour nous aussi homme. Et donc cette déclaration, il faut la continuer, aller au bout du bout et suivre un petit peu pour que l'homme soit toujours libre de choisir, l'homme pouvoir être maître de sa destinée. Et c'est notre objectif. Françoise et Gérard, ça a été un plaisir de travailler avec vous tout au long de cette aventure sur le procès du transhumanisme. Pour nous aussi. J'imagine qu'on va très bientôt se retrouver pour d'autres thèmes, pour d'autres sujets. Et les éditions Dalloz et la revue Dalloz IPIT sera toujours contente de vous suivre dans ces nouvelles aventures. Merci à vous. Effectivement, on a un projet de web-série et un colloque aussi en perspective. Merci et à bientôt.